Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois pour ces rendez-vous matinaux, eh bien, je vous retrouve avec plaisir pour évoquer un voyage qui est, on va dire, un petit peu hors du commun. Hors du commun par, d'une part, sa destination, et puis également par son mode de transport. La destination, alors vous voyez à la carte, et vous le savez un petit peu, c'est effectivement le nord-ouest de l'Espagne. Cette Espagne qui, voilà, cette région ou Sur ces Rail, c'est régions ça, hein, qui vont de s'étendre. Saint-Jacques de Alors, Compostelle à Bilbao. attendez, parce que là, j'entends effectivement. Pensez à couper vos micros et voilà, si vous voyez que votre micro n'est pas coupé, coupez-le par vous-même, s'il vous plaît. Voilà, ça sera mieux pour tout le monde. Donc je disais, cette destination, c'est le nord-ouest de l'Espagne, cette Espagne donc, qui s'étend on va dire, des Pyrénées, à peu près quasiment des pieds des Pyrénées, jusqu'au nord du Portugal. Ce voyage, il va nous faire parcourir, eh bien, il va nous faire découvrir 4 régions espagnoles, la Galice, les Asturies, la Cantabrie et le Pays Basque. 4 régions qui forment ce qu'on appelle parfois, en fait, on surnomme ça l'Espagne verte. On est loin effectivement du soleil écrasant, des côtes bétonnées de l'Espagne méditerranéenne. Dans ce nord-ouest de l'Espagne, bien, on profite tout autant d'une côte, et vous verrez de côtes magnifiques, très découpées, avec des petites criques, avec des grandes falaises. Mais on a également, lors de cet itinéraire, eh bien, des passages et la découverte de la montagne, des lacs, des forêts, des collines boisées, des terres agricoles, pardon, du nord-ouest de l'Espagne. C'est un voyage entre terre et mer dans cette région où la gastronomie est là aussi différente, remarquable. Elle va se distinguer de la, on va dire, la paella touristique et de son imbuvable sangria des régions méridionales. On ne boit pas et on ne mange pas du tout cela dans le nord-ouest de l'Espagne. Cette région, eh bien, on va la parcourir. Alors c'est là que on va changer un petit peu de mode de transport puisque là, c'est pas une croisière, ce n'est pas non plus on va dire un séjour qui serait en autocar, puisque là on a un parcours et un voyage qu'on va faire en train. Un train privatisé dans lequel nous embarquerons au début du voyage et ce même train, la cabine que vous aurez, le wagon, eh bien on le quittera à la fin du voyage. Alors voilà, on aura donc ce confort qui est très très proche de celui de la croisière, c'est la même chose. Il y a à peu près 4 cabines par wagon. Chaque cabine a sa salle de bain. Je vous montrerai d'ailleurs des photos dans quelques minutes. Et on parle même d'ailleurs d'une croisière sur rail, de croisière ferroviaire. Et puis on peut se laisser tenter par un néologisme que j'aime beaucoup, qui est amusant. On peut appeler ça une troisière, hein, comme un train et croisière, troisière. Et ça sera donc à bord de ce train qui s'appelle le Costa Verde Express. Alors, une semaine de voyage dans la douce chaleur du mois de septembre. On profitera des trajets de gare en gare pour admirer les paysages, des montagnes, des côtes, des vallées. Et puis, lors des escales, lors des arrêts dans les gares, eh bien là, soit on descend et on fait une visite à pied à partir de la gare d'escale, soit on utilise cette fois un autocar pour rejoindre la ville la plus proche, pour aller dans un village ou un site touristique. Dans cet itinéraire qui est, ma foi, tout à fait exceptionnel, on sera enchanté par eh bien, de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je vais citer comme ça rapidement, bien sûr, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, les monuments pré-romans d'Oviedo ou encore les côtes rupestres d'Altamira. Dans cette croisière en train, eh bien, ça sera aussi l'occasion d'atteindre le parc national des Picos de Europa ou encore d'être époustouflé par la ville de Bilbao, une ville revenue à la vie, au dynamisme, grâce à cet extraordinaire musée Guggenheim. Alors c'est une vraie semaine de découverte culturelle, gastronomique, de quoi en fait satisfaire tous nos sens dans le confort d'un train qui, vous allez voir, est absolument hors du commun. Alors, nous voyons, on va voir ça d'un peu plus près, évidemment, un peu plus dans le détail, puisqu'on va se retrouver, donc, comme prévu, à Paris, ça sera un vendredi, ça sera le 16 septembre, et on se retrouve à l'aéroport, et on part en direction, on vole directement vers Saint-Jacques de Compostelle. On arrive donc un jour avant d'embarquer
à bord du train, et on passera donc la première soirée à Saint-Jacques-de-Compostelle, le premier dîner, la première nuit à l'hôtel. C'est donc le lendemain que commence, le lendemain matin, le samedi 17 septembre, que va commencer notre voyage par la visite de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors c'est plus de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour résumer, c'est très difficile, mais disons que c'est plus de 8 siècles après, en tout cas on parle de Saint-Jacques, Compostelle, 8 siècles après le martyre de Saint-Jacques, qui est le frère de l'apôtre Jean, un berger dans un petit royaume chrétien au nord-ouest de l'Espagne. On est en 844, et bien un royaume qui lutte contre les Maures, contre l'envahisseur musulman, les envahisseurs berbères principalement, et ce berger, eh bien, il suit un ange. Il suit un ange et il trouve dans les bois, eh bien, il trouve la tombe du martyr. Il trouve la tombe de Saint-Jacques. Alors, une découverte qui a sans doute eh bien, donné du courage aux combattants, autant que Saint-Jacques a la bonne idée de revenir d'entre les morts, en tout cas, évidemment, c'est la légende, on va dire la tradition qui raconte ça. Saint-Jacques a lui-même participé donc à une bataille, il gagne donc d'ailleurs le surnom à ce moment-là de Matamores, c'est-à-dire le tueur des morts. Passons sur le fait que bon, Saint-Jacques est quand même mort à Césarée et qu'on retrouve sa tombe en Galice. Bon, la tradition donne un parcours d'ailleurs très tarbiscoté de cette pérégrination plus ou moins posthume en plus, ponctuée évidemment de miracles. Alors une fois établie, eh bien, cette tombe est protégée par une église. Elle bénéficie d'ailleurs, cette église, d'un impôt. Un impôt donc levé sur l'ensemble de l'Espagne, qui est en reconquista, qui est en train de grandir, de se reconquérir. C'est la reconquête espagnole. Et cet impôt, eh bien, il va être payé par tous les Espagnols pour cette église de Saint-Jacques, et un impôt qui sera même d'ailleurs prélevé jusqu'au 19e siècle. Donc c'est quelque chose qui a duré. Alors la nouvelle de la découverte de la tombe du martyr, des miracles, bien sûr, qui vont suivre, va très vite, on est au 9e siècle, tout ça va vite gagner le monde chrétien, les pèlerins arrivent en grand nombre, et vont faire la richesse de la ville de Saint-Jacques, à tel point que cette riche ville, à la fin du Xe siècle, elle est attaquée par les Vikings, elle va être pillée par les Vikings, alors bien sûr, elle sera reconstruite, cette ville. L'église qui abritait dans un premier temps les pèlerins à leur arrivée, elle va grandir, elle va s'embellir. La ferveur religieuse va permettre la construction d'ailleurs d'une quarantaine d'églises dans ce qui restera toujours et ce qui sera toujours une petite ville. La splendeur baroque d'ailleurs de la ville va sans doute marquer, donc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, va sans doute marquer un tournant. Parce qu'on verra à partir de ce moment-là, à partir du XXe siècle, eh bien, le nombre de pèlerins décliner. Les guerres napoléoniennes au XIXe siècle n'arrangent rien. Et ce n'est qu'au XXe siècle que les routes du pèlerinage vont renaître. Et avec elles d'ailleurs l'affluence touristique qui ne s'est vraiment jamais démentie. Alors, passé, on va dire présent et futur de la ville sont organisés justement par cette massive cathédrale, je dis qui a grandi au fil du temps, par ces immenses tours que vous voyez ici à l'image. Les pèlerins, eh bien ceux qui font les chemins d'ailleurs de Compostelle, c'est quand même jusqu'à 5 semaines de marche. Les touristes aussi, qui arrivent un peu plus vite, qui ne viennent parfois même en Galicie que pour Saint-Jacques. Et puis il y a également les croyants, on va dire un peu plus locaux, ceux qui pratiquent. Tout ce petit monde se retrouve à la cathédrale régulièrement, bien sûr, pour les messes quotidiennes. À l'intérieur de la cathédrale, on va trouver, ici cette très très belle façade, on va trouver effectivement les origines romanes de l'édifice, parce que ce qu'on voit de l'extérieur, eh bien, notamment sur ce que vous voyez à l'image, c'est la façade ouest, c'est davantage ce qu'on appelle un baroque espagnol, assez écrasant, c'est pas un baroque très élancé, malgré évidemment ces deux tours jumelles de granit, qui semblent un petit peu comme deux doigts qui pointent vers le ciel et qui montrent les cieux, qui montrent évidemment le paradis. Cette façade, elle a été achevée, complétée au Xe siècle, des tours qui dominent un parvis, fait d'ailleurs, vous voyez ici à l'image, d'une double montée d'escalier. Alors la cathédrale domine aussi ce qui est devant elle, c'est cette place de l'Obradorio, une place où l'on trouve, eh bien,
parmi les plus importants monuments de la ville, comme le Palacio del Ramírez, qui est juste à la gauche de la cathédrale, vous voyez ici à l'image, avec une façade un peu on va dire, austère. Il y a également à l'arrière de la cathédrale, on va trouver une autre place, qui est la place de la Plaza de la Inmaculada, avec la super façade baroque là, du monastère de San Martin Pinario. Aujourd'hui, c'est une résidence pour étudiants. Et puis, si on continue à tourner comme cela dans les sens des aiguilles d'une montre autour de la cathédrale, on va arriver derrière la cathédrale à la place de la Quintina. La place de la Quintina, c'est en fait un ancien cimetière. Et il nous permet, si on continue le chemin, d'arriver sur la place des Pratarias, et c'est ce que vous allez voir ici à l'image, avec une autre entrée de la cathédrale, une entrée qui a gardé d'ailleurs son portail original, qui est peut-être sans doute la partie, en tout cas extérieure, la plus ancienne de la cathédrale, remarquable notamment pour les représentations de chaque côté du portail, et bien de représentation de la vie du Christ. On aura le temps d'entrer, bien sûr, dans la cathédrale, d'admirer à la fois la simplicité davantage romane, alliée à la complexité aussi, parfois de certains éléments, comme l'hôtel baroque. Saint-Jacques est évidemment présent, très présent, et ça sera sans doute l'occasion aussi de voir ce gigantesque, cet impressionnant encensoir. Alors peut-être en action, ça c'est un petit peu... un peu un coup de chance, il s'appelle le Botafumario, qui est actionné par près de 8 hommes. C'est impressionnant de le voir en action parce qu'il passe réellement au-dessus de la tête de ceux qui sont présents dans la cathédrale, et il passe à très grande vitesse. Il distribue, c'est un encensoir, donc il distribue l'encens dans une grande partie de la cathédrale. Alors, il y a eu 2 accidents dans son histoire, puisque 2 fois il s'est détaché. Et bien notamment, il s'est détaché lors d'une messe de bénédiction pour le voyage de Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon qui allait rejoindre son époux Henri VIII. On a considéré l'incident comme un mauvais présage. Cette pauvre Catherine, effectivement, la suite a été assez flagrante. Alors face à la cathédrale, on va trouver d'autres monuments. Je disais, c'est vraiment la place importante, cette place de la cathédrale. On va trouver par exemple le collège Saint-Jérôme, qui est une bâtisse du XVe siècle, qui a conservé une grande partie de son style roman, sans doute d'ailleurs pour respecter, à l'époque de sa construction, pour avoir une certaine harmonie avec la cathédrale la cathédrale qui avait encore un aspect plus roman, c'était la cathédrale du XVe siècle. Ce collège, de nos jours, il fait partie de l'université. Et alors, juste sur le côté, la cathédrale va trouver l'hôtel-ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, une belle construction néoclassique, beaucoup plus néoclassique. Et je ne vais pas négliger un autre bâtiment absolument merveilleux qui s'appelle qui est l'Hôtel des Pèlerins, en fait l'Auberge des Pèlerins, qui est un monument tout à fait imposant, qui a été construit, voulu par les rois très catholiques. Vous en voyez ici l'entrée juste à la droite de l'image. Donc les rois très catholiques, c'est bien sûr Ferdinand et Isabelle. Et je vous en parle parce qu'on aura le privilège, on a vraiment la chance de déjeuner dans cet hôtel ou cette auberge pèlerin, puisque c'est toujours un lieu de restauration. Pour les pèlerins d'ailleurs, pour les 10 premiers qui arrivent, ils ont droit d'ailleurs à un repas gratuit, alors c'est pas notre cas. Il y a une cantine qui est aménagée pour eux à l'arrière du bâtiment principal. De nos jours, cette auberge est un hôtel magnifique, un hôtel de luxe qui appartient à la très très connue et la exceptionnelle chaîne d'hôtels qu'on appelle les Parador, qui est une chaîne qui a été développée pendant l'époque franquiste. Des lieux uniques, des lieux historiques transformés pour accueillir des hôtes privilégiés. Alors, on va non seulement déjeuner sur place, mais vous prendrez le temps également de flâner. Alors vous verrez, il y a 4 cours qui portent les noms des évangélistes. Et c'est vrai qu'on peut davantage le visiter, cet hôtel, quand on a accès, donc aller y déjeuner. C'est idéal pour profiter et découvrir ce magnifique parador, donc cette, je disais, auberge des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, après le déjeuner, on va quitter, on aura visité Saint-Jacques avec notre guide local, on va quitter Saint-Jacques-de-Compostelle, on va prendre notre cas pour rejoindre la ville et la gare de Ferrol. Alors, il faut une petite heure d'autocar. Ferrol, c'est au nord de la Corogne. Alors, à Ferrol, c'est là que nous attendra notre train, ce fameux Costa Verde Express. Un train, je disais,
qu'on va quitter seulement, ce train-là, on le quittera qu'à Bilbao à la fin du voyage. Alors évidemment, c'est un moment pour s'installer. Vous avez à l'image justement les cabines, avec justement un petit dessin qui représente la forme de la cabine, et également la salle de bain. Je disais, chaque cabine a sa salle de bain. On pourra bien sûr, alors une salle de bain qui est la cabine par elle-même est soignée, vous voyez, il y a beaucoup de bois, mais la salle de bain est très très moderne, il y a même un système de douche qu'on appelle hydromassage, hein, donc bon, c'est amusant, avec plein de boutons, plein de fonctions. On pourra aussi profiter voilà, ici, des espaces communs, notamment pendant ce premier trajet, puisque premier trajet qui va nous amener jusqu'à Viveiro. Et là, on a à peu près 2 heures de train pour découvrir déjà un petit peu un morceau des paysages hein, de ce nord de la Galice, et également pouvoir apercevoir cette côte très découpée, très fragmentée. Et vous comprendrez également qu'au cours du voyage, qu'on navigue, qu'on voyage, qu'on roule sur en espagnol on dit las vías estrechas, hein, les voies très étroites, les voies étroites, ces voies sur lesquelles eh bien, le train va circuler. Donc on voit des voies qui ont une jauge de très peu large, très étroite, de à peu près 1 mètre. L'écartement en France, et qui est l'écartement international, eh bien c'est 1435 mm, donc ça fait eh bien 1,43 m. Et donc ça, c'est la norme internationale. Ces voies étroites, elles étaient autrefois empruntées à la fois par des trains de marchandises, on exploitait les mines avec ça, il y avait des fonctions militaires également hein, pour ces voies donc très étroites. Et puis en 2012, eh bien, on a voilà ici un petit peu le trajet qu'on va faire, hein, vous voyez donc à l'image. En 2012, on a surtout fusionné la première compagnie qui s'appelait la FEV et qui a fusionné donc avec la Renfe. Et donc c'est la Renfe toujours qui gère à peu près ces 1200 km de voies étroites. Donc la Renfe, c'est un peu l'équivalent de notre SNCF. Donc voilà, ici vous avez à l'image effectivement notre trajet, je vous disais 2 heures, donc c'est en deuxième partie d'après-midi, on arrivera à Viveiro, et ça sera, voilà ici le trajet du train, je disais, et voilà, j'ai oublié d'appuyer, la FEV et la Renfe, donc ça maintenant la FEV a disparu, c'est la Renfe qui s'occupe de gérer ce train. Voilà, on est arrivé à Viveiro, donc en deuxième partie d'après-midi, on sera dans la seconde moitié du mois de septembre, donc techniquement c'est toujours l'été, mais je pense que la plupart des vacanciers auront déjà plié bagages, donc la vieille ville, vous verrez, a gardé eh bien, des fragments, des témoignages de son histoire ancienne. On y trouve par exemple des portes, voilà ici un petit peu avec ces balcons, un peu d'ailleurs une influence, on va dire, très atlantique, voire presque parfois britannique, avec ces balcons qui surplombent au-dessus des rues. On a donc également, je disais, des portes, un petit peu les restes des fortifications, hein, également en son centre une église romane, et puis qui s'appelle Santa Maria del Campo. Et juste à côté, eh bien, on a même la reproduction, alors on va dire à petite échelle, de la grotte de Lourdes, avec là aussi eh bien, des ex-voto. Autrefois, sans doute en cire, de nos jours, la cire a été remplacée par du plastique. Alors on voit comme cela accroché, hein, ce sont des images que j'ai fait lors des derniers voyages, on l'a déjà fait 2 fois ce voyage, et on voit donc accroché à cette paroi, à côté de la grotte, eh bien, des bras, des jambes, des yeux en attente d'un miracle, d'une protection pour, pourquoi pas, une prochaine opération. Alors, à cette escale de Viveiro, on passera là la nuit, on dînera d'ailleurs à bord du train, avant donc de passer la première nuit au calme, puisqu'on ne roule pas pendant la nuit, on est au contraire dans le calme d'une gare, qui reste aussi une petite gare, donc là aussi le calme est garanti. On quittera donc dimanche matin eh bien, cette petite ville de Viveiro, et on va longer, donc vous voyez, c'est ce que montre un petit peu le trajet de la carte. On va longer cette très belle côte galicienne pour rejoindre en 1 heure, un peu plus d'1 heure, eh bien, une autre localité de Galice, la ville de Ribadeo. Ribadeo, c'est en fait la dernière ville de la Galice, la plus orientale, dominant donc l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Eo, et du nom d'ailleurs, hein, ça a donné le nom de la ville, puisque Ribadeo c'est la rive, riba c'est la rive en latin d'ailleurs, riba
et Eo, donc Ribadeo. Et de l'autre côté, on a déjà, vous voyez, Castropol, eh bien, on a déjà la première ville des Assyriens. Alors, au nord de l'embouchure, au-delà d'ailleurs d'un pont, là a été détruit, enfin démonté, et l'autre on a ajouté un pont plus moderne, donc qui passe au-dessus de cette embouchure, eh bien on a les restes de fortifications, notamment le fort de San Damian. On a également, vous voyez l'image, un phare, un très joli phare, et puis vous avez donc un formidable accès à la mer, hein, puisque c'est ce que va ouvrir cette embouchure. Un accès à la mer qui est emprunté, vous voyez ici donc le phare, hein, qui donne sur, évidemment, cette mer de Cantabrie, hein, c'est le nom qu'on lui donne dans cette région, mais bon, évidemment c'est l'Atlantique. Et on a comme cela, eh bien, de nombreux bateaux qui vont sortir, hein, des différents types de bateaux de pêche, qui vont quitter l'embouchure et rejoindre donc la pleine mer pour essentiellement participer à la pêche locale. À proximité, l'un des attraits de Ribadeo, sur sa côte justement, eh bien, c'est la formation, enfin, tout à fait magnifique. La formation, donc, c'est spectaculaire, falaises, des falaises de calcaire qui ont été travaillées par l'érosion maritime. Je vais vous montrer plusieurs images de ces magnifiques rochers, hein, de ce qu'on appelle d'ailleurs des cathédrales. On appelle ça la plage des cathédrales. Alors, c'est plus ou moins accessible, évidemment, selon l'état de la marée. Vous voyez, un petit escalier qui a été aménagé. Lorsque la marée est basse, eh bien, on peut aller se promener directement sur le sable. Et puis, ça sera peut-être l'occasion de voir voilà, ici une autre image, avec cette tache, hein, l'érosion, vous voyez, a vraiment travaillé ce paysage. Et ça sera peut-être l'occasion de voir, ou si vous n'avez jamais vu, alors cet étrange coquillage, vous voyez, qui est un petit peu vert. Vous voyez la tête, en fait, de ce qu'on appelle les percébès, ou en français, on dit pousse-pied. Et ce percébès, eh bien, il y en avait beaucoup sur les côtes ibériques. Il y en a beaucoup moins de nos jours parce que le principal prédateur des pousse-pieds, eh bien, c'est l'ibérique, hein, le portugais et l'espagnol, qui en consomment beaucoup de ce mollusque. Alors, vous voyez, il ressemble un petit peu à la tête d'un reptile, un peu, on dirait des écailles d'un reptile. On ne mange pas la tête, hein, c'est en fait le muscle, le pied d'attache sur le rocher qu'on va consommer. Bon, ça a un goût très iodé et c'est pas... c'est un mollusque, on va dire, qui est assez adapté, c'est pas mauvais du tout, c'est même plutôt sympathique. Alors, en rejoignant le centre de Ribadeo, on va trouver une petite place avec, bien très très belle, aménagée avec des palmiers, entourée de maisons, d'hôtels particuliers, alors qui datent pour l'essentiel de la fin du Xe siècle, début du XXe siècle. Ces maisons, ces hôtels particuliers, c'est ce qu'on appelle parfois la Casa de los Indianos, hein, les maisons des Indiens, je traduis littéralement. En fait, ce sont des maisons de nouveaux riches, ces Galiciens qui ont tenté l'aventure outre-Atlantique, qui se sont plus ou moins enrichis et qui, de retour sur leur terre natale, eh bien, ont voulu montrer un petit peu leur richesse. Et voilà, ils se sont fait construire des maisons. Alors, on pourrait parfois qualifier ça de folie, des décorations qui sont parfois un peu ostentatoires, mais voilà, ça fait l'occasion de faire de belles photos. Et on déjeunera là aussi à Ribadeo, eh bien, dans un des restaurants de la ville, donc avant de continuer notre chemin. Alors, c'est toujours en train, bien sûr, qu'on va rejoindre, vous voyez, on va contourner, bien sûr, cette embouchure de Léo pour arriver dans la région des Asturies. Là aussi, à peu près 2 heures de train entre Ribadeo et Luarca, hein, qu'on fera donc l'après-midi. Ça fait l'occasion, après le repas du déjeuner, eh bien, de faire une petite pause digestive et donc d'arriver dans la gare de Luarca. Luarca, c'est la cité blanche de la Costa Verde. Hein, la cité blanche de la Costa Verde. Luarca, c'est un petit port charmant avec des maisons blanches accrochées au-dessus de la hanse portuaire. L'activité portuaire est toujours l'activité principale de Luarca. On y compte d'ailleurs encore beaucoup de petits bateaux de pêche. Bon, évidemment, la côte est très riche, hein, les eaux de la région ont une richesse halieutique importante. Et puis, dans un passé alors plus lointain, puisque c'est plus le cas de nos jours du tout, Luarca était connu pour chasser, pour être un port de chasse baleinière. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs sur le blason. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez à l'image, je vais vous montrer avec le curseur. On voit un bateau et on voit une sorte d'ombre noire, hein, vaguement là, voilà, ça c'est la baleine de ce blason de Luarca. C'est d'ailleurs ce blason l'un des plus vieux du royaume, puisqu'on pense qu'il a été dessiné dès le XVIe siècle. Alors à 2 pas de l'église, on va trouver ce qu'on appelle la lonja,
lonja, un mur qui, bon, ça dépend des saisons, hein, mais un mur qui normalement est là pour accueillir des étals où on va vendre les produits de la pêche. Mais ce mur, surtout, il est intéressant parce qu'il est décoré de tableaux faits de carreaux de faïence qui racontent un petit peu les différents épisodes, alors plus ou moins héroïques de la ville de Luarca. On y voit bien sûr la pêche à la baleine, hein, qui est évoquée, voilà, ici avec des panneaux. On va y retrouver là aussi eh bien, un panneau qui évoque les habitants de Lorca qui repoussent eh bien, l'attaque des Vikings. Alors, on connaît les Vikings parce que les pauvres sont affublés de ces casques à cornes. Bon, pour ceux qui sont déjà allés en Norvège avec moi, ça fait 20 ans que je dis, je ne suis pas le seul, hein, que les Vikings n'ont jamais eu de casque à cornes, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez donc ces Vikings qui sont battus par les habitants de Lorca, pourquoi pas. Le record, on voit aussi un petit panneau qui annonce eh bien, le record de la traversée d'un voilier, un voilier qui transporte du vin depuis l'Amérique et qui ramène comme cela ce vin à Lorca. Une traversée rapide, 17 jours seulement, donc voilà, c'était le record de l'époque. Un autre que, voilà, aussi amusant, enfin plus ou moins, c'est la bataille contre les Français qui permet la libération de la Galicie et évidemment une incursion d'ailleurs espagnole jusqu'à Toulouse, qui repousse donc les Français. Et puis, c'est une période napoléonienne. Et puis, ce qui domine, évidemment, c'est un petit peu l'histoire de ce village, puisque c'est un village qui vivait des richesses halieutiques, de la pêche, c'est bien sûr les dangers de la mer. Et ça a marqué toute l'histoire de la ville, avec à tel point qu'on organisait, c'est ce que montre un petit peu cette image-là, on organisait, eh bien, lorsqu'il y avait des tempêtes, lorsque la mer était déchaînée, on organisait quasiment un référendum. On demandait aux marins s'ils voulaient partir ou pas, s'ils voulaient mettre les bateaux à la mer. Et ils avaient comme cela une pièce en main, et ils allaient approcher, alors vous voyez, la reproduction d'un bateau, la reproduction d'une maison. Et ils se mettaient d'un côté de la table, soit du côté de la table où il y avait la maison, soit du côté de la table où il y avait le bateau. Et voilà, on voyait, on votait, et bien sûr, le plus grand nombre l'emportait. On respectait la majorité. Alors, c'est toujours en autocar qu'on va rejoindre le Noma. Là, on passera la nuit aussi à Lorca, comme d'habitude. On partira évidemment en autocar pour rejoindre la ville le jour suivant, la ville d'Aviles, une ville ancienne puisque sa fondation remonte au IXe siècle. Elle fut surtout une ville industrielle qui s'est développée en fait au siècle dernier. Ce qui fait qu'elle a été longtemps négligée par les visiteurs de passage dans la région, parce que, en fait, comme c'était une ville industrielle, la pollution était trop importante. Mais depuis que les industries polluantes ont disparu, eh bien, on a redécouvert un petit peu ce joli centre historique, notamment la place d'Espagne, où partent les rues piétonnes, et où se trouve l'hôtel de ville. Vous avez sous les yeux, on peut admirer également l'église romane des franciscains, vous avez là à l'image, et puis un palais imposant, qui a une façade baroque, et alors que l'autre façade de ce palais est, elle, fortifiée. On ira également avec un style plus moderniste, ce qu'on appelle le palais Balserra, hein, qui est plutôt une sorte d'hôtel particulier. Plus moderne et dans la banlieue toute proche d'Avilés se trouve eh bien, le Centre international de la culture. Alors c'est le centre Oscar Niemeyer, ou Centro Niemeyer, comme l'appellent les Espagnols, voire El Niemeyer. Niemeyer, bon, je pense que vous connaissez ce nom-là, hein, c'est le nom de... c'est l'architecte brésilien le plus connu au monde, celui qui a œuvré par exemple à la construction des bâtiments les plus importants de la capitale fédérale du Brésil, Brasilia. Il a reçu en 1989 un prix, le prix du Prince des Assurés, qui est un prix culturel, et il a offert, en récompense, on va dire pour remercier ce prix, d'avoir reçu ce prix, il a offert donc à la Principauté des Assuries, eh bien, cet espace qui est dédié à la culture, à l'éducation, à la paix, un complexe fait de 4 bâtiments, qui a été inauguré d'ailleurs, cet espace, ce complexe, en 2011. Vous avez une place ouverte, largement ouverte, qui est un petit
peu le symbole de l'accès à tous. Vous avez un auditorium qui est en fait, qui peut recevoir plus de 1000 places, hein, l'auditorium avec des concerts. L'auditorium il est sur le côté, là, c'est ce sorte de hall avec un jaune assez pimpant. Et puis, sous le dôme, eh bien, on a une salle d'exposition, alors que la tour eh bien, est un bar à cocktail, un restaurant, également des salles d'exposition. Donc ça, c'est juste à la sortie d'Avilés. On poursuivra notre découverte de la principauté d'Assurie eh bien, avec un passage par la ville de Gijón, qui est, Gijón si vous voulez, la seconde de la région par la population, mais ce n'est pas la capitale de cette région autonome donc, des Asturies. Le centre-ville donne directement accès au port de la ville. Il y a quelques bâtiments assez remarquables hein, qui animent un petit peu ce petit centre historique, notamment ce que vous avez à l'image, qui s'appelle le Palacio des Marques de San Esteban del Mar de Natahoyo. Voilà, je suis arrivé. C'est l'un des bâtiments les plus remarquables de la ville. Et de nos jours, d'ailleurs, c'est une banque. Hein. Il a été vendu et réutilisé par une banque. Derrière ce bâtiment, on va trouver la place centrale, la Plaza Mayor, avec sa mairie, de beaux bars, notamment parce qu'ici, on boit du cidre dans les Asturies. Voilà, ici, donc, cet hôtel de ville. Plus étonnant, et ce qui domine en fait la partie nord du port, c'est la colline de Cerro, la colline de Cerro Santa Catalina, pardon, et qui est couronnée par ce monument assez étonnant, qui porte en fait le nom d'éloge, ça s'appelle l'éloge de l'horizon, et on le doit à un artiste contemporain, Eduardo Chillida. Alors c'est une structure en béton qui est devenue le symbole de la ville parce que ça ressemble à une couronne, et lorsqu'on se place sous cette couronne, au centre, eh bien on entend les vagues, on entend le bruit des vagues qui est juste en dessous. Voilà, c'est un monument devenu important à Gijón. Alors on prendra le temps de déjeuner à Gijón avant eh bien, de reprendre notre chemin pour Oviedo. Sur le chemin en allant vers Oviedo, juste à la sortie de Gijón, à 3 km du centre, eh bien, on passera à côté de cette étonnante institution, vestige de l'ère franquiste, qui s'appelle Universidad Laboral. C'est sans doute le plus grand complexe construit en Espagne, qui a été construit alors pour les orphelins qui avaient perdu notamment leur père à la mine, à la suite d'accidents, et cet endroit va devenir un lieu d'apprentissage pour les artisans. Certains bâtiments ont une décoration assez complexe qui emprunte bien aux églises, au théâtre et au temple romain de la Rome antique. Alors depuis 2011, ce n'est plus une école, c'est ce qu'on appelle la Cité de la Culture. Alors c'est à la fois un musée d'art contemporain, du design, il y a des expositions qui y sont organisées et également des concerts. Enfin, la dernière étape de cette journée, eh bien justement, c'est Oviedo. Cette fois, c'est vraiment la capitale. Oviedo, c'est la capitale des Asturies, hein, c'est pas Gijón. Et grâce à un programme de rénovation qui a rendu un petit peu aux piétons sur le centre-ville historique, eh bien, on peut profiter plus facilement de nos jours de ce centre qui est un réseau assez dense de palais, d'églises, de petites places. C'est une ville déjà de plus de 200 000 habitants qui a ses racines dans la légende, hein, en fait la légende d'un roi local qui s'appelle le roi Fula Ier, qui au 8e siècle, eh bien, lors d'une partie de chasse, il est à la recherche d'un site pour installer une nouvelle ville, et voilà, il va trouver ce site. L'un de ses descendants, c'est Alphonse II le Chaste, qui va lui eh bien, transférer sa capitale à Oviedo, justement, et va lancer un programme de construction. Alors là, à ce moment-là, c'est un programme de construction civile, religieux, on aura des palais, des églises, un aqueduc d'ailleurs qui va, tout ça va être rapidement élevé, et Oviedo, eh bien, abrite encore d'ailleurs des églises de cette période, des églises qu'on dit pré-romanes, des églises qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur style emprunte eh bien, à la période romane, mais on y trouve également des influences wisigothes, byzantines, mauresques, oui, donc un mélange de ces différentes influences. Depuis la fin du XIIIe siècle, eh bien, on a également la construction, on a effectivement une cathédrale gothique, la cathédrale de San Salvador, qui domine la place, vous avez ici à l'image la place donc d'Alfonso el Casto, donc d'Alphonse le Chaste, Alphonse II. En son sein, on va trouver la Camera Santa, une chambre sainte qui a été classée elle aussi
au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a avec elle non seulement les prémices du style des Asturies, mais aussi eh bien, deux reliques de la croix et ce qu'on appelle le panolone d'Oviedo, qui est une relique sacrée, puisque c'est l'équivalent du linceul du Christ de Turin. Alors après cette brillante période du Moyen-Âge, Oviedo va, on va dire, un petit peu s'endormir, et elle ne sera réveillée qu'au XIXe siècle, avec l'exploitation minière, l'industrialisation des Asturies, et elle va connaître aussi bien des périodes assez difficiles de son histoire. Au XXe siècle, il y a une révolte des mineurs en 1934, il y aura révolte qui va être durement réprimée, puis il y aura cette guerre civile 2 ans plus tard qui commence là aussi en 1936. Alors ces dernières années, pour rendre la ville plus attrayante, pour raconter aussi son passé avec peut-être un peu plus de légèreté, la municipalité a multiplié les distractions visuelles, comme vous voyez ces statues qui agrémentent eh bien, de nombreuses places de la ville, et vous allez en voir d'autres d'ailleurs, voilà ici, de ces différentes statues. À la fin de notre visite d'Oviedo, on va reprendre notre train pour rejoindre la gare d'Arionda cette fois-ci, où on passera là aussi la nuit. Alors pour le 5e jour déjà en Espagne, on va partir le matin d'Ariendas, on partira donc en autocar. On va avec l'autocar gagner un peu d'altitude et on va comme cela rejoindre eh bien, le parc national du Pic d'Europe. Une région assez compacte d'ailleurs, hein, on est dans ce qu'on appelle la cordillère de Cantabrie, à moins de 30 km d'Ariendas, et il y a donc le lac Énol. Ce lac Énol, eh bien, c'est l'ensemble du parc, ce parc il est à la frontière de 3 provinces du royaume, hein, les Asturies, la Cantabrie et le Léon. Et le nom d'ailleurs Pic d'Europe, c'est un nom assez surprenant parce que c'est vrai qu'on est proche de la mer, mais c'est sans doute pour cela d'ailleurs, puisque c'est les premières terres qu'on apercevait par les marins, hein, que les marins espagnols apercevaient en revenant de leur long voyage. Et ils voyaient donc ces montagnes, ils voyaient déjà un bout de l'Europe, donc des pics d'Europe. C'est un parc national depuis 1918, avec notamment les lacs Énol, vous avez ici à l'image, le lac Ersina aussi. Ils sont séparés par à peu près 10 minutes de marche, très très proches l'un de l'autre, et ils sont entourés par une nature tout à fait magnifique, hein, ces pics de nos montagnes qui sont eh bien, longtemps enneigés. Alors vous voyez ici, donc c'était des voyages en septembre, donc plus vraiment de montagne. On y trouve une faune très variée. Alors on y trouve des vautours, des chamois, on peut y voir des sangliers, des loups, des ours. Bon, il faut quand même avoir beaucoup de chance. On a plus de chance de voir évidemment ces paisibles vaches en train de brouter en alpage comme cela. Et elles profitent d'une flore eh bien, tout à fait variée, sans doute d'ailleurs succulente. Dans la même vallée, eh bien, à la suite de un petit peu cet arrêt photo qu'on fera autour des lacs, on reprendra le chemin en arrière, à peu près 12 km plus bas du lac Énol, il y a le sanctuaire de Covadonga. Ce sanctuaire, donc, qui là aussi est un peu une terre de légende. C'est un lieu important pour l'Espagne, pour, on va dire, la construction historique de l'Espagne, notamment au moment de sa reconquista, au moment de la reconquête. Puisqu'ici, on a un chef asturien, alors, pas très très connu, hein, il s'appelle Pelayo, enfin, connu, je veux dire, dans le sens où c'est plutôt un personnage de légende, qui, au début du 8e siècle, eh bien, avec seulement une trentaine d'hommes, va battre à plat de couture une expédition mort et va massacrer, d'après les conteurs du Moyen-Âge, plus de 12 000 berbères. Alors, bon, on est évidemment en pleine exagération, mais cette défaite, sans doute d'ailleurs peu significative pour les morts, d'autant qu'ils vont continuer leur chemin et vont s'arrêter seulement 14 ans plus tard à Poitiers. Mais pour autant, dans l'histoire de l'Espagne, cette victoire chrétienne de Covadonga, eh bien, c'est le symbole, c'est le point de départ du début de la reconquête, de la Reconquista, une reconquête espagnole qui ne s'achèvera que 8 siècles plus tard. Alors, à l'image, vous avez la basilique de Covadonga, qui est une basilique du XIXe siècle, faite en grès rose. Alors elle est super parce qu'en plus elle est entourée, hein, voilà, un petit peu dans un cirque de montagne. Elle abrite
la Vierge de Covadonga, on l'appelle aussi la Santina, et le site le plus vénéré, il est un peu à l'extérieur de cette basilique, puisque c'est une grotte. C'est de là que serait parti Pelayo pour sa bataille victorieuse. Et vous remarquerez peut-être que cet autel avec justement la Vierge de Covadonga, on a ici des chevaliers avec notamment une épée, hein, donc il y a l'aspect évidemment guerrier de cette reconquête. Une grotte qui a reçu donc depuis une chapelle et qui domine également une cascade. Donc on va dire que l'endroit est absolument charmant, tout à fait bucolique. En route vers, voilà ici un autre lion d'ailleurs qui me rappelle un lion que j'avais vu à Yalta. Hein, voilà, ça me fait penser à l'Ukraine, à la Crimée. Alors, en route vers la côte et le port de Liannès, on profitera des trésors de cette montagne de la Cantabrie. Certains appartiennent déjà un peu au passé. Un patrimoine préservé par la loi espagnole depuis 1973. Ce sont ces greniers sur pilotis. On les appelle les hórreos. Et ils existent, alors on en trouve différentes versions également en Galicie. Dans les Asturies, ils n'ont pas tout à fait la même forme, enfin, ils ont la même fonction. Et c'est en Cantabrie qu'on trouve les plus grands, parce qu'ils font jusqu'à 6 mètres de côté. Vous voyez qu'ils sont recouverts de tuiles. Ils sont donc, c'est une construction sur pilotis, sur piliers, avec d'ailleurs un système de pierre, voilà ici, qui les sépare un petit peu encore de la construction qui est juste au-dessus. Et tout ça est fait pour non seulement empêcher l'humidité de pourrir, d'abîmer ce qu'on va mettre dans ce grenier, la production agricole de l'année, et également, ça les protège des rongeurs. Voilà pourquoi il y a cette grande pierre qui, normalement, doit empêcher les rongeurs de passer. Et puis également, l'autre particularité, c'est qu'ils étaient démontables. On pouvait entièrement les démonter, les déplacer. Alors, on va avoir comme cela, ces magnifiques Oreos tout au long de notre voyage. On fera des arrêts photos pour les immortaliser. Et un autre monument assez spectaculaire, on passera à côté, là aussi, on a l'occasion de faire une petite photo, ce pont qu'on appelle le pont romain, qui n'a absolument rien en commun. Alors sans doute il a été construit à un emplacement où il y avait un autre pont précédent, peut-être même un pont romain. Celui-là daterait davantage du XIIIe siècle. Il a été aussi largement restauré. À chaque fois, d'ailleurs, on a un peu réduit le nombre de ces arches, mais il reste tout à fait spectaculaire. Alors, continuons notre chemin, on va arriver à Liannès. Et Liannès, on aura là rejoint la partie la plus orientale des Asturies. C'est la ville la plus importante de cette côte. Alors, ça reste relatif. On y compte à peu près 4000 habitants, vous voyez, c'est une petite ville. Elle a conservé une partie de son patrimoine, de son passé médiéval, vous voyez ici à l'image, une partie de ses fortifications, avec notamment une tour qui date du début du XIIIe siècle, et une église romano-gothique dédiée à la Vierge, où on trouvera plaque commémorative qui évoque, là aussi, marins disparus. Mais là, ce sont les marins disparus lors de la fameuse Invincible Armada, cet épisode peu glorieux pour l'Espagne de la fin du XVIe siècle. Alors son port et son centre-ville a été lui aussi rendu aux piétons et au bord de mer. Ce qui longe un petit peu le bord de mer, c'est ce qu'on appelle la Plaza del Sablón, qui a été aménagée au-dessus de la plage. Et c'est une superbe promenade, vous voyez, très très bucolique là aussi, avec beaucoup de fleurs. On a comme cela un moment très agréable avant de retrouver le Costa Verde Express pour le dernier trajet de la journée et pour notre 4e nuit à bord. Et on aura déjà atteint le 6e jour. 6e jour, là aussi, on va quitter donc Liannès en autocar. On va rejoindre comme cela Cabezón del Sal pour rejoindre, on quittera donc Cabezón del Sal, pour rejoindre en autocar une petite ville médiévale ça c'est en train, on va faire ce trajet d'abord, matin 1h jusqu'à Cabezón del Sal. Et puis là, en autocar, on va rejoindre une petite ville médiévale qui s'appelle Sant'Aliana del Mar. Alors Sant'Aliana del Mar, une plaisanterie locale dit que c'est la ville des 3 mensonges. Parce que la ville n'est pas sainte, elle n'est pas sainte, elle n'est pas plate,
Llana en espagnol, ça veut dire plat, donc elle n'est pas plate non plus. Et Del Mar, là non plus, parce qu'elle n'est pas du tout proche de la côte, donc elle est au moins à 4 km de la côte. Mais voilà, la ville des Trois Mensonges, en tout cas, c'est un magnifique village. C'est l'un des ensembles architecturaux les plus beaux de la région, qui a même tapé dans l'œil, si je me permets cette expression, de Jean-Paul Sartre, qu'il a qualifié dans la nausée du plus beau village d'Espagne. Alors on pourra, comme cela, admirer ces façades de magnifiques palais construits par la noblesse locale, une noblesse enrichie par les paysans, par ces métayers qui travaillaient sur les terres, et ces gentilshommes à partir du XVe siècle entrent en compétition pour afficher leurs richesses respectives. Voilà donc pourquoi on a ces belles maisons avec leurs beaux blasons. C'était, là, on a l'éternel besoin de montrer celui qui a la plus grande richesse. C'est cette arrogance mobilière et un peu, on va dire, pas très démocratique, qui va, comme cela, nous ravir à Santa Liliana del Mar. En tout cas, ça sera la première découverte, parce qu'il y en a une autre. C'est l'autre trésor, c'est par là, d'ailleurs, a commencé l'histoire de la ville. C'est le monastère. Plus exactement, c'est une collégiale, un monument religieux le plus important de toute la Cantabrie. Et vous voyez la façade principale du monument, construit dans un grès qui tourne vers l'orange, dans un style davantage roman, un petit peu altéré par le temps. Au-dessus du portail, on a une galerie faite de toutes petites arcatures, et on va trouver surtout ces deux tours symétriques. Et au-dessus du portail, eh bien, on a un Christ Pantocrator, qui est juste là à l'image, centre, entouré par de chaque côté 6 figurines, à sa droite et à sa gauche, et au-dessus de lui, du fronton, on a Santa Juliana. Santa Juliana, c'est elle qui donnait en fait son nom, Santa Liliana del Mar, ça vient de Santa Juliana, une sainte du IIIe siècle, qui a été une sainte martyrisée sous le règne de l'empereur romain Dioclétien. Des moines de passage au IXe siècle, de passage dans un territoire en fait, de l'actuelle Turquie, ont récupéré la dépouille de cette martyre, de cette suppliciée, et l'ont ramenée dans ce qu'elle est devenir, donc Santa Liliana del Mar. La collégiale a également un cloître, on dit d'influence bénédictine, avec des chapiteaux de colonnes tout à fait superbes, ce sont des entrelacements principalement de décors végétaux, des entrelacs magnifiques qu'on pourra comme cela admirer. Alors, Santa Liliana del Mar est célèbre aussi pour une autre raison. La commune abrite, juste à la sortie de la ville, la grotte d'Altamira, une grotte au décor rupestre, une grotte qui a été découverte à la fin du XIXe siècle. Qui fait, c'est l'une des premières, c'est la première grotte avec un décor rupestre à avoir été découvert, et il a fallu du temps, parce que c'est la première, il a fallu d'ailleurs du temps pour comprendre ce qu'était cette découverte, pour attribuer ces peintures pariétales à des hommes de la préhistoire. On a bien évidemment considéré que c'était impossible que ces hommes de la préhistoire, parce que je suis trop primitif, aient été capables d'une telle expression artistique. Alors Dieu merci, on est revenu sur cet a priori, comprenant que ces auteurs, ces hommes de la préhistoire, c'était aussi des hommes sapiens, donc en fait, ce sont évidemment nos ancêtres. La visite de cette grotte était devenue si populaire au cours du XXe siècle, juste battue par la popularité du Prado, que en fait en 1977 on a décidé de la fermer parce qu'on craignait qu'elle ne soit abîmée par ce trop grand nombre de visiteurs. On a fermé, et c'est vrai que on a fermé parce que on a là quand même des pigments qui ont 14 000 ans. Donc on a voulu les préserver. Alors à ce moment-là, il a été décidé d'ouvrir, de fabriquer, de construire une réplique de la grotte à 300 mètres de l'original. On a fait attention d'ailleurs en la construisant, pour ne pas abîmer d'ailleurs la grotte originale. Une réplique donc à l'identique, et d'ailleurs une réplique qui permet de voir ce qu'était la grotte pendant la préhistoire, parce que par la suite, elle a été modifiée, les éboulements, etc. Donc la grotte actuelle ne ressemble pas du tout à la grotte de la préhistoire. Donc là, vraiment, la Neo Cueva, la nouvelle grotte, elle a été ouverte au public en 2000. C'est un espace souterrain donc, qui fait plus de 270 mètres de longueur, de profondeur, qui permet donc d'accéder aux détails les plus inaccessibles de l'original. On a recréé là les textures, les reliefs, les variations de couleurs,
on a compris d'ailleurs que, en fait, bien des pigments naturels, ceux du paléolithique, on a réutilisé. On parle d'un plafond polychrome, mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'en fait, notamment avec ces bisons qui sont couchés, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais revenir juste en arrière, voilà ici les bisons couchés qui utilisent le relief, on n'a seulement que deux pigments, que deux couleurs utilisées, un charbon végétal pour le noir et un oxyde de fer pour le rouge. Les autres couleurs, c'est les autres nuances, eh bien elles ont été obtenues par dilution, par grattage, et donc on a une panelle de couleurs, hein, mais avec seulement deux couleurs de départ. En plus des reproductions, le musée d'Altamira eh bien, permet de contextualiser un petit peu ces peintures, de comprendre l'époque de leur réalisation, de leur création. À la fin de cette visite, on rejoindra notre train, bien sûr, pour le déjeuner, et on va profiter d'un nouveau trajet, un peu moins de 2 heures, pour eh bien, rejoindre la ville de Santander. Une fois à Santander, là aussi, vous pourrez accéder facilement au centre-ville, il y a un très joli marché juste à proximité de l'hôtel de ville. Et puis le front de mer est tout à fait spectaculaire, hein, pour ceux qui ont envie d'aller le voir. Mais on peut aussi aller voir quelque chose d'assez particulier, c'est le casino de Sardinero, hein, qui est dans un quartier un peu plus loin du front de mer. Un quartier qui attirait beaucoup les touristes huppés du XIXe siècle. Et c'est à Santander que l'on passera la nuit. Ça sera notre dernière nuit à bord du train, mais on aura dîné par contre à Santander, pas à bord du train ce soir-là. Alors en début de matinée, on fera donc le dernier trajet pour rejoindre à bord du Costa Verde Express, 2 petites heures de train pour aller de Santander à Bilbao. Dans les années 80, Bilbao eh bien, n'était plus déjà la riche ville d'Espagne, l'une des plus riches d'ailleurs, qu'elle était pourtant simplement 80 ans plus tôt, au début du XXe siècle. Elle n'est plus, en 1980, le centre industriel, elle n'est plus voilà, l'héritage de la révolution industrielle du XIXe siècle. Tout ça, c'est le passé. Elle n'est qu'une ville aux façades noircies, une ville polluée avec de nombreuses friches industrielles, et une ville qui est en plus engluée un petit peu dans les affres du terrorisme nationaliste et mafieux du Pays Basque. En moins de 20 ans, la capitale de cette petite région du Pays Basque qu'on appelle Biscaye, eh bien, va connaître une totale métamorphose. Les investissements pour sortir Bilbao de son marasme, pour transformer la ville, sont des investissements très importants. On parle de plus de 800 millions d'euros. Les façades des immeubles du centre-ville sont rénovées. On va lancer plusieurs projets urbanistiques qui se multiplient. Et à chaque fois, on va choisir d'ailleurs une qualité architecturale. Hein. La ville va comme cela financer de nombreux équipements, comme le pont, le nouvel aéroport également, signé par Santiago Calatrava, fameux, bien sûr, architecte espagnol. La tour que vous avez ici à l'image s'appelle la tour Iberdrola, qui est le gratte-ciel un petit peu de Bilbao, qui a été conçu par un autre architecte très connu qui s'appelle César Pelli. Les activités portuaires de la ville sont éloignées, on va les pousser en aval si vous voulez, ce qui permet à la municipalité et aux habitants de Bilbao de récupérer le fleuve, de récupérer les abords du fleuve, hein, les rives de ce fleuve. On va donc multiplier les ponts, les passerelles, les rives accueillent de nouveaux logements, et on va comme cela transformer un petit peu ce cadre de vie. Bilbao va devenir rapidement une destination touristique, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et elle va battre une autre ville qui était beaucoup plus touristique, qui était San Sébastien. Donc au début du XXIe siècle, on va même déclarer Bilbao comme la ville la plus saine du royaume d'Espagne. Vous voyez, un long chemin qui a été fait en seulement une vingtaine d'années. Et le point d'orgue, finalement, de cette rénovation, le coup de maître un petit peu de cette rénovation, c'est le projet du musée Guggenheim. C'était un pari risqué, parce qu'au début des années 90, on signe un accord avec la fondation Guggenheim, la ville, la région, s'engage à dépenser quand même des sommes importantes. On parle de plus de 100 millions d'euros pour la construction de ce nouveau musée d'art contemporain. On garantit, la ville et la région garantissent un budget annuel de 12 millions d'euros au musée. On lui donne 50 millions encore pour créer un fonds de la collection. Et encore quelques quinzaines de millions d'euros à la seule fondation, pour utiliser son nom, bien sûr, mais aussi pour lui confier la gestion de la nouvelle institution
et à elle d'organiser des expéditions. Le défi a été également technologique, parce que quand on construit sur les rives, on construit dans la boue, on construit dans l'eau, et il a fallu littéralement consolider ce sol qui était très argileux. Donc on a installé, enfoncé plus de 600 piliers de béton, jusqu'à 14 mètres de profondeur pour essayer d'atteindre la roche. Ces fondations permettent de supporter une structure qui dépasse 30 000 mètres carrés, qui dépasse les 25 000 tonnes de béton et d'acier. Et sur cette structure, on a choisi d'utiliser une peau de titane, parce que ces écailles de titane, elles sont légères, elles sont plus légères. Voilà, c'est aussi une façon de dire qu'on utilise des matériaux qui sont moins polluants. C'est moins polluant à utiliser et également à laisser vieillir le titane que le plomb ou le cuivre. 33 000 plaques de titane, très fine, c'est un demi-millimètre, très résistante et qui résiste justement aux contraintes météo, de la chaleur, des intempéries. L'architecte de ce bâtiment, il s'appelle Frank Gehry, et il a opté pour cette forme, vous voyez, qu'on dit organique, avec des lignes très ondulantes, aléatoires, qui absorbent. Alors je vais revenir juste un petit peu en arrière, voilà. Qui absorbe donc qui absorbe la lumière. C'est un défi évidemment, une silhouette absolument hors du commun, qui a été réalisé parce qu'on a là aussi une nouvelle technologie, notamment des logiciels qui étaient utilisés pour l'aéronautique, pour l'automobile, notamment un logiciel développé par l'entreprise Dassault. Alors l'architecture du musée Guggenheim est une des rares innovations, on va dire, du XXe siècle qui a enthousiasmé à la fois les critiques, mais également le grand public. Il a été ouvert en 1997 et depuis, il n'a jamais rencontré que du succès, jamais de problème. 10 ans plus tard, c'est en moyenne 1 million de visiteurs qui franchissent chaque année ses portes. On estime que les retombées, ça c'est une estimation, les retombées sur la ville et la région, c'est plus d'1,5 milliard, quelques 45 000 emplois cumulés. Et on a même un mot pour ça, on parle de l'effet Bilbao. Alors c'est pas reproduit partout, mais c'est extraordinaire. Évidemment, c'est un écrin qui a reçu ses premières œuvres, adapté à quelques 11 000 mètres carrés des vastes salles d'exposition. Alors des œuvres que possédait déjà la fondation Guggenheim, alors venue soit de New York, soit de Venise, mais la fondation a aussi passé de nouvelles commandes, fait de nouvelles acquisitions. Là vous avez à l'image une œuvre d'un artiste basque qui s'appelle Richard Serra et qui a installé ce qu'on appelle le serpent, des plaques d'acier qui s'enroulent et qui vont comme cela s'étaler sur plus de 100 mètres de longueur. À l'extérieur, ça c'est à l'intérieur, à l'extérieur, vous avez alors des choses qui sont parfois qui font l'objet de critiques, comme les tulipes de Koons, mais surtout ce très beau chiot, qui est spectaculaire, de Jeff Koons, ou pourquoi pas aussi l'araignée de Louise Bourgeois, vous avez ici à l'image en bas à droite. Alors évidemment, c'est un lieu adapté à son milieu. Ce musée Guggenheim ne domine pas Bilbao, puisqu'il a été construit au niveau du fleuve, et il a, comme peut-être aucun musée au monde, quand même transformé Bilbao. Sans le dominer, il l'a transformé. Une réussite unique que nous visiterons comme un petit peu l'apothéose de ce voyage, de cette découverte des merveilles du nord-ouest de l'Espagne. Bilbao sera notre dernière escale avant de prendre l'avion en fin d'après-midi pour rejoindre Paris. Alors, voilà ici un petit peu comment tout ça va se terminer. Je vais vous remercier pour votre attention. J'espère que vous avez envie de nous rejoindre en septembre pour cette croisière ferroviaire, ou cette troisième, comme je le disais tout à l'heure. Le rendez-vous, c'est à Paris, le 16 septembre. Si vous êtes intéressé, et Magali me le disait tout à l'heure, pensez à le faire, à contacter Magali au plus vite, parce que on a déjà bien avancé la programmation et en tout cas la réservation de ce train, déjà beaucoup de cabines de prise, donc voilà, c'est quelque chose, un voyage qui a du succès. Donc si vous êtes intéressé, faites au plus vite. En attendant, je vais vous donner rendez-vous pour notre prochaine visioconférence, ça sera le 7 avril. Là, je vous parlerai d'une toute autre région, plutôt une région dans le nord de l'Europe, c'est une région dans le nord de l'Allemagne. Ça sera une croisière fluviale sur le littoral côtier de la
Poméranie. La Poméranie, voilà, dans le nord de l'Allemagne. À présent, je vous remercie pour votre attention, et puis dans quelques instants, je vais vous redonner la parole. Si vous avez des questions, ça sera à vous, ça sera bien sûr à vous. À tout de suite.